Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international en direct de Al24 News. Un mois s'en va, un autre qui commence. La guerre contre l'Iran entame son deuxième mois sans le moindre changement à l'horizon. La guerre est passée à l'étape supérieure et tous les prémices laissent croire que le pire n'a pas encore commencé, car pendant que Trump fait des propositions de paix, il déploie dans le même temps ses troupes près de l'Iran et renforce ses troupes, ce qui laisse penser à une opération d'envergure qui se dessine. Sommes-nous face à une opération terrestre qui se prépare ? Ou est-ce juste des démonstrations de force sur le terrain afin d'obtenir des concessions sur le plan diplomatique ? Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci donc de vous joindre à nous. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Riyad Sidaoui, qui est directeur du Centre arabe de recherche, le CARAPS, depuis Genève. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Riyad Sidaoui, deuxième mois entamé et cela commence déjà par montrer des signes d'une guerre qui va s'inscrire dans la durée. L'armée sioniste affirme avoir ciblé des réacteurs à eau lourde de Darak, au centre du pays. La centrale de Boucher est touchée pour la troisième fois en l'espace seulement d'un mois. L'Iran ou l'AIEA met en garde contre ces attaques. L'armée sioniste estime qu'il s'agit là d'une infrastructure essentielle, selon bien sûr l'armée sioniste, à la production de plutonium destiné aux armes nucléaires. Donc ces bombardements interviennent quand même avant même que le temps accordé à la réflexion ne se soit écoulé. Comment doit-on comprendre cette intervention de l'entité sioniste qui vient de remettre le feu dans les poudrières? L'entité sioniste et les États-Unis d'Amérique ont lancé ce que nous appelons une guerre totale contre l'Iran, qui touche à la fois ses installations nucléaires, mais aussi son industrie, mais aussi ses infrastructures. Le seul problème pour Donald Trump, ce sont les infrastructures d'hydrocarbures. Pourquoi? Parce que l'Iran a menacé de réagir tout de suite en bombardant, en attaquant toutes les installations de gaz ou de pétrole dans la région. Ça veut dire les pays des Golfe, ce que veut dire la flambée du prix du pétrole, 120, 150, 200 dollars. Donc, les Iraniens, ils ont une carte majeure. C'est le détroit d'Ormuz et le prix du pétrole, puisqu'il y a 20% du pétrole qui circule dans le monde passe par le détroit d'Ormuz. Oui. Aujourd'hui, sur les 100% qui passent par le détroit d'Ormuz, il n'y a que 13% qui passent, sauf quelques pétroliers chinois, de pétroliers indiens et de pétroliers de Malaisie. Ça veut dire les États amis avec l'Iran qui ne sont pas hostiles vis-à-vis de l'Iran. De l'autre côté, l'entité sioniste, vraiment, c'est une guerre totale. Ça veut dire tout ce qui bouge en Iran, les industries civiles, les industries militaires, tout. Et l'Iran n'a pas plusieurs cas que réagir, menacer et exécuter la menace tout de suite. La seule chose qui pourrait freiner Donald Trump, sérieusement, c'est la carte du prix du pétrole. Parce que si nous remarquons ce qui s'est passé hier, vendredi, à la fermeture de la bourse américaine de Wall Street, le Nasdaq ou le Dow Jones, on voit tous les chiffres en rouge. Des chutes libres, des grandes actions, des grandes sociétés et firmes américaines, évidemment, avec la flambée des prix du pétrole. Donc, les Iraniens, ils ont bien compris l'enjeu. Et puisque c'est une guerre existentialiste. Donc, l'enjeu, c'est le pétrole. Rien ne peut stopper Donald Trump que le prix du pétrole dans le monde. Oui, c'est vrai que certains disent que cette guerre est très profitable pour certains de ceux qui font des affaires avec cette guerre, y compris donc des hommes d'affaires et des firmes américaines, et pas que d'ailleurs. Mais il y a quand même un point sur lequel on pourrait revenir avec l'entame de ce deuxième mois de guerre contre l'Iran, c'est certains observateurs parlerait de failles qui existeraient dans l'alliance États-Unis-Israël, justement, qui commence à devenir très apparente. En quoi se situerait
éventuellement, au conditionnel, cette faille entre les deux alliés, selon vous? Cette guerre, il faut le dire, ce n'est pas la guerre du peuple américain, ni la guerre des intérêts économiques américains, ni la guerre des intérêts économiques de l'État américain. Oui. C'est la guerre de Netanyahou. Netanyahou a réussi à influencer Donald Trump de livrer cette guerre. Pourquoi l'administration Joe Biden ne l'a pas fait et d'autres administrations avant ne l'ont jamais fait? Ni Bill Clinton, ni George Bush, ni Barack Obama. D'ailleurs, Barack Obama a conclu une résolution, a conclu un marché avec les Iraniens. Tout est résolu en principe au plan théorique et sur le papier. Mais Donald Trump a tout effacé. Donc, c'est la guerre de Netanyahou. Au début, ça c'est clair que Netanyahou a influencé Donald Trump à l'intérieur américain, y compris au sein du Parti républicain américain. Il y a des figures qui refusent cette guerre, oui. Et notamment le mouvement américain, le MAGA, Make America Great Again. Là, ils disent ce n'est pas pour les intérêts d'Amérique, ce sont pour les intérêts de l'entité sioniste. Et l'entité sioniste veut prendre sa revanche parce que l'Iran a osé attaquer et par des frappes de missiles Tel Aviv et d'autres villes sionistes. Oui. Donc pour eux, il faut vraiment éliminer ce régime. Et leur l'objectif principal de Netanyahou, d'ailleurs elle a bien cité, c'est changer le régime. Or, le régime, d'où vient le régime iranien? Il jouit d'une double légitimité. Tout d'abord, la légitimité révolutionnaire historique. C'est un régime issu d'une révolution populaire en 1979 contre un dictateur qui s'appelle le Shah, qui utilise ses services secrets, les SAVAK, afin de torturer et tuer, exécuter des Iraniens. Deuxième légitimité dont jouit le régime iranien, c'est la légitimité rationnelle. Je reprends le concept de Max Weber qui distingue entre les trois légitimités, la légitimité charismatique, la légitimité traditionnelle et la légitimité rationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire la légitimité rationnelle? Ça veut dire les urnes, les élections. Oui. Et tous les chefs du gouvernement, surtout les décideurs en Iran sont élus démocratiquement. Monsieur Masoud Pezeshkian, le président de la République islamique iranienne, a été élu démocratiquement. Il avait des concurrents. La même chose pour le Parlement. Même le Conseil des 88 experts qui ont élu le guide de la révolution, M. Mojtaba Khamenei, ils ont été eux aussi élus. Donc c'est un régime qui jouit d'une double légitimité. La légitimité historique révolutionnaire, elle est symbolique, elle est forte, elle est présente, et la légitimité rationnelle, oui. Ça veut dire démocratique. Alors, comment on va changer ce régime? Donc, Netanyahou a visé très très haut, mais finalement, aujourd'hui, c'est la réalité. Le régime se renforce à l'intérieur. Je pense que le nationalisme iranien est à son apogée. Il faut sauver leur pays, parce que ce sont des frappes injustes. En plus, c'est pour le droit international. Et le Conseil de sécurité et la Charte de l'ONU, ce n'est pas une guerre légitime. D'ailleurs, c'est légal. D'ailleurs, c'est le conseiller allemand qui l'a dit, le chef du gouvernement britannique, même Emmanuel Macron, ils ont dit, écoutez, ce n'est pas une guerre légale. Elle n'a pas Justement, par rapport à ce que vous dites, Riyad Sidawi, sans vouloir vous interrompre, mais Trump s'en est pris un peu à l'Allemagne. Il trouve que ce pays n'a pas suffisamment fait pour lui venir en aide. Tous les pays d'OTAN, d'ailleurs. La France est très critique vis-à-vis de la France, même l'allié historique qui suit à la lettre et aveuglement la politique américaine. Je parle de la Grande-Bretagne aussi, a une position critique. Parce que tout le monde sait que c'est la guerre de Netanyahou. Ce n'est pas la guerre de l'OTAN et ce n'est pas la guerre des États-Unis d'Amérique. Donc Donald Trump a un vrai problème aujourd'hui, à mon avis, l'enthousiasme du début, le grand chef guerrier, parce que vous savez, les grands présidents américains sont ceux qui ont livré des guerres et ont gagné ces guerres. Abraham Lincoln a gagné la guerre de l'unification des États-Unis d'Amérique. Avant lui, George Washington a gagné la guerre de libération contre l'occupant anglais aux États-Unis d'Amérique actuels. Et Trump veut aussi sa guerre. Voilà, donc c'est connu même dans l'histoire, les grands chefs historiques dans le monde, ils ont livré des grandes guerres, ils ont gagné des grandes guerres. Mais à mon avis, là,
Donald Trump il est en train de tomber dans un Vietnam iranien. Surtout s'il commet la grande erreur et d'envoyer des soldats sur place. Ça veut dire une intervention terrestre qui va coûter beaucoup cher à l'armée américaine et à Donald Trump. Justement, vous touchez le point sensible sur lequel nous allions revenir aujourd'hui, Riyad Sidawi. De plus en plus, justement, une opération terrestre est évoquée, de plus en plus, elle est brandie comme une menace par Trump, qui donc, pour un petit peu, si vous voulez, faire plier l'Iran dans les propositions qu'il a faites. Il avait même menacé, si ces propositions ne sont pas acceptées, eh ben, il faut s'attendre au pire. Est-ce que justement une opération terrestre serait imminente? Est-ce qu'une opération terrestre serait réellement envisageable? D'autant plus que Trump est en train de renforcer ses troupes autour de l'Iran. Il faut lire l'histoire. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, je pourrais dire que les États-Unis d'Amérique ont perdu quasiment toute leur guerre terrestre, toutes leurs opérations terrestres. Commençons par la guerre du Corée en 1950-1953. L'entrée dans cette guerre de l'armée de libération chinoise dirigée par Mao Zedong a obligé les troupes de McCarthy de quitter la frontière avec la Chine jusqu'à aujourd'hui la Corée du Sud. Après, ils ont subi des lourdes pertes, plus que 39 000 blessés, officiers et soldats américains. Donc, ils ont perdu la guerre de Corée. Deuxièmement, la guerre du Vietnam. Les Américains, ils ont perdu la guerre du Vietnam. Au début des années 60, ils étaient des dizaines et des centaines de conseillers et des experts militaires américains. Et puis, l'armada américaine, plus que 450 000 soldats américains. Et la fin, ils ont fui le pays en acceptant la victoire des communistes du Vietnam du Nord. Encore, la guerre d'Afghanistan. Après des longues années de lutte contre les talibans, finalement, ils ont laissé les talibans prendre le pouvoir, ils ont fui, ils ont perdu la guerre. C'est une défaite militaire. Là, je parle des défaites militaires. La même chose en Irak. Certes, l'origine de Saddam Hussein est tombée rapidement, mais la guerre de résistance irakienne a obligé l'armée américaine de se retirer de l'Irak. Donc, quand on voit l'histoire, on ne voit pas des supermen américains comme le cinéma d'Hollywood. Non, on voit des pertes, on voit des défaites militaires américaines sur le terrain quand il s'agit des opérations terrestres. Or, les Américains jouissent de la supériorité aérienne. Certes, ils ont des avions très, très puissants, les F-35, les F-32. Là, c'est leur force. Mais descendre sur le terrain, je pense que ça pourrait être la fin de la carrière de Donald Trump. Certains observateurs parleraient même d'une catastrophe pour les troupes américaines. D'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui l'ignorent peut-être, mais entreprendre justement une opération terrestre, c'est réellement prendre des risques avec des régions montagneuses, des récifs montagneux qui donc sont un petit peu ou formeraient, si vous voulez, cette ceinture frontalière avec l'Iran, que seuls les autochtones et les gens du pays connaissent. D'ailleurs, toutes les guerres que les États-Unis ont perdues sur le plan terrestre parce qu'ils étaient face à des gens qui connaissaient très bien leur terre. Absolument. Et en plus, on parle de l'Iran. Hein. Ce n'est pas un petit pays. Ce n'est pas l'Afghanistan, l'Iran. Ce n'est pas même le Vietnam. On parle de plus que 90 millions d'Iraniens. On parle d'un territoire vaste, plus que 1 million et 600 000 kilomètres carrés. On parle des gardes de la Révolution. Les gardes de la Révolution sont des kamikazes. Sont prêts à livrer des opérations de suicide. À mourir pour leur pays, oui. Absolument. Donc, on parle d'une armée vraiment bien déterminée, bien armée. Et surtout, les armes légères pour la guerre des guérillas se sont fabriquées en Iran. Donc, il y a des usines iraniennes toujours qui fabriquent ces armes. Il y a aussi un soutien logistique plus ou moins visible, celui de la Chine populaire et de la Russie. Les médias américains, ils ont parlé, même qu'il y a des experts chinois qui testent leurs armes sur place et la Chine livre encore des pièces détachées pour les missiles iraniens. La même chose
ça c'est selon le ministre de la Défense française, le ministre des Armées maintenant française, il parle que la Russie fournit un soutien logistique, des satellites, etc., pour l'armée iranienne. Donc, l'Iran a finalement ses alliés, et surtout, comme je l'ai dit, c'est un territoire vaste, et face à 90 millions, ça veut dire l'Iran pourrait mobiliser 2, 3, 4, 5 millions, plus même des soldats, et qui sont déterminés à défendre leur pays. Je ne vois pas comment Donald Trump va réussir une opération terrestre en Iran. Alors, ceci d'une part, parce que déjà, on voit très bien la difficulté d'ores et déjà, mais on ne sait pas encore, vous et moi, si effectivement, opération terrestre, il y aura. Et quelles en seront, bien sûr, les conséquences. Toujours est-il qu'un mois après, nous sommes dans un statu quo qui persiste et un blocage du détroit d'Ormuz, avec les répercussions économiques qui en découlent sur le monde entier, et pas seulement sur cette région où se déroule la guerre. Lorsqu'on sait qu'un cinquième des exportations, par exemple, de pétrole et de gaz consommés dans le monde est à l'arrêt depuis un mois. En tous les cas, il y a beaucoup de difficultés. Selon vous, quel scénario serait envisageable à présent? Est-ce qu'on va laisser ce statu quo perdurer dans le temps? D'autres font des affaires, d'autres beaucoup moins. Est-ce qu'il y a des scénarios qui seraient envisagés? Évidemment, je pense qu'il y a deux scénarios. Le scénario rationnel, Donald Trump, la semaine prochaine ou plus tard, la semaine d'après, il va dire, parce qu'il va aller en Chine bientôt, il va dire, voilà, c'est une victoire totale sur l'Iran, on a anéanti la marine iranienne, ses missiles, etc. J'ai gagné. Il cherche cette victoire, hein, et c'est pour cela qu'il demande que les Iraniens sollicitent des négociations, ils acceptent ces conditions. Là, c'est le choix peut-être rationnel indiqué par le Pentagone et les stratèges du Pentagone américain, les généraux aussi de l'armée américaine qui vont mal une opération terrestre. Et là, c'est un scénario. D'autres deuxième scénario, puisque nous sommes toujours face à un régime présidentiel absolu aux États-Unis d'Amérique, parce que le président a beaucoup de pouvoir, mais après 60 jours, il ne peut pas continuer cette guerre sans passer par le Congrès. Il doit avoir demi-mandat. Voilà, le mandat du Congrès américain, sinon la guerre pour l'intérieur américain est légitime, hein, contre la Constitution américaine. Le deuxième scénario, évidemment, c'est un scénario chaotique. Ça veut dire que l'entité sioniste va encore influencer Donald Trump de encore aggraver la situation, puisque Donald Trump ne travaille pas aujourd'hui pour les intérêts américains, mais plutôt pour les intérêts de Netanyahou. Et là, ça va être chaotique. Pourquoi? Parce que vraiment, Donald Trump a menacé tout d'abord les Iraniens. Il a donné un délai de 5 jours aux Iraniens. Il l'a prolongé jusqu'au 6 avril. Hein. Voilà, puis c'est devenu 10 jours. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce que les Iraniens sont fermes. Hein. On détruit nos installations, nos sites d'hydrocarbures. Et immédiatement, on va détruire tous les sites d'hydrocarbures dans la région, au Qatar, en Arabie Saoudite. Déjà, ils l'ont fait, hein, partiellement, au Bahreïn, au Koweït, etc. Et là, bye bye le prix du baril de pétrole. Là, on va parler de ça va s'envoler. 150, mais plus que de $100. Et là, je pense que l'économie américaine ne peut pas résister, ne peut pas persister. Les Iraniens, ils ont bien compris, leur carte majeure, c'est le détroit d'Ormuz et le prix du baril de pétrole. C'est avec cette carte qu'ils pourront obliger Donald Trump à accepter un cessez-le-feu sans que l'Iran donne des concessions. Alors, il y a un autre point, après les attaques de l'entité sioniste sur ces centrales nucléaires en Iran aujourd'hui, y compris donc pour la 3e fois la centrale de Bushehr, le site de Bushehr. Aujourd'hui, l'Iran est en train de menacer sérieusement de se retirer du TNT, donc le traité de non-prolifération nucléaire. Qu'est-ce que ça aurait comme impact si l'Iran passe à l'acte ? On doit savoir, et je dois souligner que Netanyahou et Donald Trump ont assassiné, parce que ce sont des assassinats, ça n'est pas une guerre, les chefs iraniens les plus modérés.
Oui. Ali Khamenei est modéré. Ali Larijani est très modéré. C'est un philosophe. C'est des diplomates, de la de vrai. philosophie d'Emmanuel Kant. Hein. Il a expliqué Emmanuel Kant. Il est un peu pro-occidental. Donc, ce sont les modérés. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Iran sont les faucons des gardes de la révolution, y compris le guide de la révolution, le guide de la République islamique iranienne, Mujtaba Khamenei. Et lui, il a été formé par les gardes de la révolution. Il a participé à la guerre contre l'Irak aux années 80. Il a une formation militaire et il écoute, il est très proche, il a été soutenu dans sa candidature aussi par les gardes de la révolution. Donc, ce qu'il a fait, c'est une grande bêtise à mon avis de Donald Trump. Il a écarté les modérés pour avoir les faucons de la révolution iranienne. Donc, là, à mon avis... Il a été les chercher, il faut le dire. Hein. Absolument. Donc là, je pense que les Iraniens, ils ont beaucoup perdu dans cette guerre, il faut dire, au plan matériel, au plan d'industrie, etc. Donc, ils ne vont pas accepter des concessions en faveur de l'Iran, de Donald Trump. Ils ne vont jamais donner cette victoire à Donald Trump dont il rêve. Parce que peut-être Donald Trump, il rêve d'hisser le drapeau américain sur un territoire iranien, peut-être aussi l'île de Kharaj, notre îlot même, juste le fait de hisser le drapeau américain, c'est un acte hollywoodien, c'est un acte de cinéma. Ça veut dire, voilà, on a conquis l'Iran et ça pourrait être... Il en a toujours rêvé, hein? Oui, c'est son objectif, son rêve. Mais comme je vous dis, vraiment, les Iraniens sont déterminés à défendre leur pays, leurs îles, leurs îlots, partout. Et jusqu'à maintenant, ils dominent totalement le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, ils ont lancé un défi contre Donald Trump qui a dit nos navires et nos portes d'avion vont accompagner les pétroliers qui passent le détroit d'Ormuz. Les Iraniens leur disent merci beaucoup, allez, on veut vous voir, venez, on veut vous voir. Mais alors, on ne voit pas. Au contraire, les ports d'avion américains, 2 ports d'avion, là, Gerald Ford est retourné et s'est éloigné des milliers de kilomètres parce qu'elle a été gravement touchée, alors que les Américains parlaient d'un incendie de feu dans les toilettes de ce porte-avions, ce qui est vraiment rigolo. Et ça se voit bien que le porte-avions Gerald Ford a été bien touché. La même chose, l'autre porte-avions, Abraham Lincoln, qui a quitté les lieux, maintenant plus que 1000 kilomètres loin du territoire iranien. Ça veut dire... Juste une petite précision tout à l'heure, parce que c'est très bien qu'on parle de l'île de Kharaj aujourd'hui, qui est devenue un petit peu, si vous voulez, le point central ou focal. De plus en plus, les yeux sont rivés vers cette île. En quoi cette île de Kharaj est-elle importante aujourd'hui pour les Américains qui tenteraient plus ou moins par plusieurs manières d'avoir un contrôle sur cette île? Pourquoi est-elle importante? Brièvement, Monsieur Sidawi. Dans cette île, il y a le port d'hydrocarbures, ça veut dire plus que 70% du pétrole iranien passe par cette île. Il y a aussi des installations militaires, mais surtout l'exportation, plus que 70% d'exportation de pétrole et du gaz iranien passe par cette île, passe par le port et les infrastructures et les pipelines de cette île de Kharaj. Donc c'est vital pour l'économie iranienne et pour l'hydrocarbure iranien. Donc, ça n'exclut pas le fait qu'aujourd'hui, cette île serait entre les yeux ou serait la cible des Américains. Cette île est protégée, évidemment, par des forces sur place. Il y a beaucoup de tunnels aussi, la défense est bien consolidée, mais aussi depuis les plages iraniennes, depuis les côtes iraniennes, on peut attaquer cette île, on peut attaquer les forces américaines si jamais... Ils s'embarquent sur l'île de Kharaj. On peut les attaquer facilement. Donc, ça pourrait être vraiment un piège pour les forces terrestres américaines aussi. Merci beaucoup, Riyad Sidawi. Je vous remercie de nous avoir éclairé de votre lanterne. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre arabe de recherche, le CARAPS, et que vous étiez avec nous en direct de Genève. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.